vous remercie et pense à parler à M. Philippe Bénard pour le premier point de l'ordre du jour, parce qu'on a inversé, c'était au week-end, on l'a passé au premier, M. Bénard pour le plus tôt possible. Enfin, on laisse le temps de vous expliquer le PLH. Voilà, merci à vous, M. Bénard. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je viens vous présenter ce soir ce PLH qui a été arrêté, comme le disait Monsieur le maire, par le Conseil communautaire début novembre. Dans l'étape... Alors, je vais essayer d'avancer en même temps, c'est très bien, ça marche. On arrive finalement au stade final de son élaboration. Le projet a été validé par les élus communautaires. Il est soumis maintenant pendant une période de 2 mois pour avis des conseils municipaux, donc des 12 communes. Il repassera ensuite à la CCEG suite aux avis rendus. Et puis ensuite, on a une phase assez classique d'avis par les services d'État, par l'État, on va dire au sens large, par le conseil départemental, qui gère tout ce qui aide à la pierre et aide au logement. Donc au terme de ces avis, on va dire avant l'été 2025, il sera définitivement approuvé et mis en œuvre. Alors vous allez voir ce soir, quand je dis approuvé et mis en œuvre, on n'a pas attendu, on ne va pas attendre ce stade-là pour avancer. Il faut savoir qu'on est à notre 3e PLH, qu'il y a déjà des actions engagées, qu'on poursuit, qu'on va renforcer sur certains aspects. Et finalement, le stade de la mise en œuvre, on aura déjà engagé une partie des actions qui sont présentées ce soir. Donc, juste vous expliquer ce que c'est très rapidement. Alors, le programme local de l'habitat, pour la petite histoire, il est devenu obligatoire depuis que Trémières a franchi les 10 000 habitants. Avant, il n'était pas obligatoire. Je disais, on est à notre 3e PLH, ça témoigne quand même d'une volonté de longue date des élus du territoire d'avoir une politique en matière d'habitat et d'agir sur ce levier-là pour l'accueil des habitants, mais aussi pour les entreprises qui recrutent, les services qui ont besoin aussi de loger leurs salariés. Donc ce PLH, il s'élabore de manière assez classique, un diagnostic, un état des lieux de la situation du logement. Je vais revenir dessus de manière très rapide sur quelques points un peu importants qu'on a identifiés au stade du diagnostic et qui nous ont amenés à proposer ce programme d'action que les élus ont porté. Ce programme d'action, finalement, il se décline en deux parties. Et j'insiste un peu dessus parce que il est clair que si ce programme local de l'habitat est porté par la CCEG, sa mise en œuvre relève d'une co-construction et d'un travail collectif CCEG commune. La CCEG va agir dans son champ de compétences, par le PLUI notamment, par les règles, mais aussi par le financement, parce qu'il y a des financements très importants qui sont alloués sur ce biais-là et qui ont été reconfirmés à ce stade par les élus. Mais les communes sont un levier plus qu'essentiel, puisque la compétence d'aménagement, Monsieur le maire évoquait le bosquet des sources, mais je dirais comme dans toutes les communes, on a des opérations d'aménagement qui sortent, en extension, mais de plus en plus en renouvellement urbain, de plus en plus d'opérations diversifiées entre le collectif individuel, le locatif, l'accession, et que toutes ces opérations participent de l'atteinte des objectifs du PLH. Et là, la main, clairement, elle est dans les communes. C'est vous qui gérez votre politique d'aménagement et c'est vous qui donc portez et mettez en œuvre une partie des actions qu'on propose ce soir. Donc il est important, je dirais, de s'en saisir et surtout il est important de recueillir votre avis sur ces actions que vous serez à un moment chargé de mettre en œuvre. Alors, quelques rappels sur la situation du logement. Je vous le disais, je vais aller assez vite, mais on a mis en évidence quelques points, c'est important de le rappeler. Alors ce travail, il ne s'est pas fait tout seul, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. On associe l'ensemble évidemment les communes, je disais le département, puisque le département gère tout ce qui est aide à la pierre, la mise en place de la politique de l'habitat. Sans rentrer dans des détails trop importants, le département fait ce travail pour le compte de l'État. C'est lui qui agit pour le compte de l'État sur la Loire-Atlantique. Mais on a aussi travaillé avec les agents immobiliers, les notaires, les promoteurs aménageurs, qui pour beaucoup, pour une grosse partie de la production de logements, sont manettes sur notre territoire. Je parle des Perrion, des Tais, Viabilis et autres aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux ou privés. Donc, quelques rappels importants. Alors, ça peut paraître une donnée assez généraliste, mais elle est importante à prendre en compte parce qu'on a souvent l'habitude de dire que la CCEG, c'est un territoire qui accueille beaucoup. On est à côté de Nantes, on accueille les Nantais, ils viennent chez nous.
Il y a effectivement 3600 personnes là, sur la période de référence qui arrivent chez nous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y en a beaucoup qui partent. 3000, on est quasiment, enfin j'allais dire, on est quasiment à l'équilibre, non quand même pas, on accueille plus que de gens partent, mais n'oubliez pas qu'il y a 3000 personnes qui partent de chez nous. Et ils partent pour une raison essentielle, le logement. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, à se loger chez nous. Alors l'effet report, il est assez... on va parler d'effet rideau, hein, c'est simple. Hein, si je devais caricaturer, on a des Nantais qui arrivent chez nous, et puis des gens de chez nous qui partent sur Blain et Nozay, voire au-delà, parce que c'est là où ils trouvent une offre en accession, mais aussi une offre en location qu'on n'est pas en mesure de proposer. Et puis on a un mouvement qui se développe de plus en plus. On a aussi maintenant beaucoup de mouvements de retour sur Nantes, essentiellement liés à l'offre locative. Les gens ne trouvant pas de location chez nous, vont là où ils peuvent en trouver, et la région nantaise propose une offre importante en location, et donc ils retournent, ils vont sur la région nantaise parce que c'est là où ils trouvent l'offre de logement qu'ils cherchent. Autre point que vous voyez assez souvent, hein, on a une population relativement jeune et familiale, 2,6 personnes par ménage. C'est un chiffre, tout le monde se pose la question de la virgule à chaque fois. Voilà. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cette taille de ménage baisse. Ce qu'il faut surtout noter, c'est l'encadré rouge que vous voyez, parce que ça c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est que 50% des logements sur notre territoire ne sont occupés que par une ou deux personnes. Et il faut croiser ça avec une autre donnée, c'est que 50% de notre parc de logements sont des grands, pour pas dire des très grands logements. On parle de manière classique des logements pavillonnaires et autres. Donc en fait, alors le rapport n'est pas aussi vite fait, mais on a très clairement une très grande partie de ménages de une ou deux personnes qui occupent des très grands logements, qui répondent plus forcément. Alors il y en a pour qui ça convient parfaitement, hein, c'est pas le sujet, mais pour grande partie qui ne répondent plus à leurs besoins. Je pense en particulier évidemment aux seniors, qui peuvent être tentés de trouver une autre offre de logement plus adaptée, plus proche du bourg par exemple. Vous savez que sur Salière on a beaucoup de grands villages, il y en a qui peuvent chercher à se rapprocher. La problématique elle est simple, hein, c'est qu'on a très peu d'offres sur ces secteurs de bourg. Alors en Salière on a la résidence senior, on a après des offres plus médicalisées, hein, je dirais c'est un autre sujet, mais on n'a pas d'offres, on va dire, classiques. En tout cas sur la CCEG, on n'a pas une offre suffisamment développée pour y répondre. À titre d'exemple, on avait fait une étude juste avant le PLH sur la question du logement senior. On a un manque pour les prochaines années de l'ordre de 800 à 1000 logements à l'intention des seniors. Donc offre qu'il faut pouvoir proposer. On parle d'offres adaptées hein, en termes d'accessibilité. Mais aussi, on parle d'une offre spécifique hein, en termes de besoins, de services de proximité, besoin d'accompagnement, de vie sociale, etc. etc. L'autre constat qui a été fait et qui nous amène sur la nécessité d'agir qui a été portée par les élus, c'est tout simplement le constat qui est fait de l'incapacité pour toute une frange de la population résidant ou voulant résider sur notre territoire, à pouvoir accéder au logement. Alors on vous a mis quelques références, hein, je ne vais pas les reprendre dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est, si vous prenez la colonne entre 2016 et 2022, c'est que quand on arrive en 2022, quel que soit le type de ménage, on a une quasi-impossibilité dans les références qu'on a prises à pouvoir accéder au logement. Et on n'a pas pris, je dirais, des ménages avec des problématiques financières importantes. Hein. Une personne seule qui gagne 1 700 € par mois, clairement, elle est exclue du territoire chez nous. Elle peut plus se loger. D'une part parce qu'elle ne peut pas acheter, mais aussi parce qu'on est sur des niveaux de location élevés. J'y reviendrai après. Mais c'est plus ou moins la même chose pour un couple sans enfant, pour un couple avec enfant. Si on prend la référence type, un couple avec enfant, 4 600 € par mois, on est sur des niveaux de salaire très honnêtes. Là, on voit bien que la seule possibilité qu'il nous reste, c'est plutôt sur des maisons un peu plus petites que ce qu'on peut connaître, et surtout, parce que je suis à Traillères ce soir, pas à Traillères. On va être plutôt sur le secteur des Touches, Seine-Bretagne, voilà. Donc le constat, il est assez radical quand même, il pose question. Ça fait écho à l'évolution du marché du logement, hein, sur les données. Alors on a des données qui sont un peu plus récentes qui montrent qu'il y a quand même un tassement depuis un an sur la demande. On a un prix moyen territoire CCEG, hein, j'entends, qui est de l'ordre de 315 000 €. Pour vous faire un calcul simple, et puis on s'est rapproché des organismes bancaires pour mesurer un peu ça, hein, clairement
sur ces prix moyens, des personnes à moins de 4 500 € de revenus par ménage ne peuvent pas accéder à la propriété. En tout cas, les banques ne leur prêteront pas pour accéder à la propriété. Alors, c'est le prix moyen. Hein. Alors, j'ai oublié de relever pour Trélières, mais si vous prenez la courbe haute, c'est celle qui était le prix le plus élevé relevé sur le territoire. C'est Succesuraire à 395 000 €. Excusez-moi, je dois pas bien ici. C'est ça. Vous n'êtes pas très loin. Hein. On doit être autour de 380 000 € sur Trélières maintenant. On est quasiment sur les mêmes prix pour Trélières, Vigneux et maintenant Grandchamp qui s'en rapprochent largement. Ça pose, au-delà du prix, ça pose des questions. Hein. C'est l'impossibilité d'acheter. Parce que si on ne peut pas acheter et qu'on veut quand même habiter là, il reste le deuxième type de parc qui est le locatif. Donc j'y viendrai juste après. Ça pose une autre question, et vous l'avez bien connu là depuis quelques années, c'est qu'en fait on ne touche plus du tout les mêmes ménages. C'est qu'à partir du moment où on est sur ces niveaux de prix, on est sur des ménages qui sont souvent secondo-accédants, avec un certain niveau de revenu. Donc on change entre guillemets la classe sociale des arrivants. Mais ça correspond aussi à des ménages qui arrivent avec des enfants qui sont déjà grands. Et quand je dis, vous l'avez bien connu, il y a eu des réflexions sur des projets de groupe scolaire. Au final, il n'y a pas besoin de groupe scolaire. Pourquoi? Parce que des ménages qui arrivent, ils ont des enfants qui vont plutôt remplir vos collèges qui sont quasi à saturation maintenant. Voire à saturation peut-être. Voire à saturation. Mais c'est important de l'avoir à l'esprit parce qu'on voit bien que ça dirige aussi vos politiques. C'est que en fait, ce parc de logement et la manière de pouvoir y accéder par les habitants qui veulent rester ou venir sur le territoire, change la sociologie de la commune. Donc c'est important de l'avoir en tête, et donc ça m'amène à l'option qui s'offre à ceux qui ne pourraient pas accéder, la question du parc locatif. Alors, on a un focus qui est aussi très révélateur et très alarmant, qui est le focus sur le parc du locatif social. Alors je reviendrai un peu parce qu'on a fait plusieurs fois le tour des conseils, des communes, et il y a aussi des idées à casser sur le locatif social, hein. C'est pour qui il est destiné, notamment, et c'est important de le préciser, et j'insiste pour le repréciser à chaque fois. La problématique qu'on a sur le parc locatif social, il faut se le dire, on part peut-être très loin, voire de très très loin sur le territoire, hein. Je parle du territoire au sens large, puisqu'on est autour de 5,5-6% de parcs locatifs sociaux. J'ai plus le chiffre, je le retrouverai, j'ai plus le chiffre en tête, mais si vous prenez une référence, on est autour de 15-16% sur le département, et on est au-delà à l'échelle nationale. Alors ce parc locatif social, il est ce qu'il est, hein, on hérite de ça. C'est quoi l'incidence du moment? Il y a des populations qui ne peuvent pas accéder ou qui ne veulent pas accéder, hein, tout le monde ne veut pas accéder à la propriété. Ceux qui cherchent du locatif et qui pourraient prétendre au locatif social, ils font leur demande comme tout le monde. Sauf que là, on est sur des délais d'attente qui dépassent maintenant les 2 ans. Pour la personne qui demande là en 2024, elle peut espérer avoir un logement sur notre territoire en 2026. Donc autant dire qu'elle ne viendra pas sur le territoire. Le petit tableau à côté, c'est de dire que pour 5 demandes faites, on arrive à satisfaire une famille. À peu près. C'est à peu près le ratio. Alors, de quoi on hérite ça? On est parti de loin, je dirais. Alors, c'est pas, je le dis toujours quand j'interviens dans les communes, c'est pas une critique, c'est un état de fait. On est sur un territoire dit périurbain. Il s'est développé essentiellement sur le modèle de l'accession, hein, parce que c'était la demande des habitants qui voulaient venir il y a 20 ans, 30 ans. C'est le tissu pavillonnaire, etc. Que, a priori, on n'avait pas nécessairement besoin de développer une offre locative importante, puisqu'en fait, on était encore sur des marchés immobiliers très accessibles. Sauf que le marché, il s'est envolé, on l'a vu juste avant. Donc, on a pris 40% en 4 ans, hein, quand même, de hausse immobilière. Et donc, du coup, le marché locatif a repris un intérêt certain pour ces habitants qui ne pouvaient plus accéder. Alors, sur le parc locatif social, il faut se le dire aussi, et c'est tout à l'honneur des élus, il y a eu un très gros effort de fait depuis quelques années, plus de 500 logements construits, ce qui est à noter, c'est important. Le problème qu'on fait maintenant, c'est que sur les dernières années, on a eu une chute importante de la production de locatif social. On n'a pas réussi à maintenir le rythme. Alors pour une raison qui cette fois est indépendante quelque peu du territoire, c'est qu'en fait les bailleurs se sont retrouvés dans une incapacité à financer le développement du parc locatif.
manque de trésorerie, voilà, ils ne pouvaient plus agir, hausse des coûts de construction, hein, c'est un fait, et ça les a particulièrement limités. Et du coup, on s'est retrouvé en fait avec un parc qui stagnait. Dans le même temps, on a continué à proposer une offre en accession vers des ménages plus aisés, ce qui fait qu'en fait, la part de locatif social a peu évolué depuis 10 ou 15 ans, malgré tout l'effort qui a été fait. Malgré l'effort qui a été fait, je tiens à le dire, il y a le président ici, par la CCEG, parce qu'on a triplé les aides au locatif pour le développement du locatif social. Ça a eu son effet, ça a permis de relancer, et on le voit sur 2023-2024, la construction de logements locatifs sociaux, mais on part encore de très loin. Sur le parc locatif privé, parce qu'il y a aussi ce marché-là, la problématique qu'on rencontre, c'est que là aussi, et c'est un peu étonnant, nous on a été un peu surpris de ces données-là, c'est que le parc locatif privé, il est étonnamment peu développé chez nous. Alors que pour le coup, on est sur un marché où, quelque part, alors on dit le parc locatif, c'est jamais un placement très lucratif, mais il peut l'être aussi. On est sur un territoire où il pourrait l'être. On est sur des prix de loyer, et ça c'est un vrai problème pour ceux qui veulent se loger, qui sont du niveau de Nantes maintenant. Et puis là on a la double peine, c'est qu'on est sur des prix de loyer élevés, mais je vous le disais tout à l'heure, sur un parc qui s'est essentiellement développé autour du logement pavillonnaire, donc un parc locatif de grands logements. Donc qui dit location et grand logement, dit prix élevé, on est sur des prix qui sont de l'ordre de... Pour avoir regardé sur Tralière, 1002, 1003, enfin entre 1002 et 1006 par mois, autant dire que là, vous fermez clairement la porte. Quand vous faites le rapport habituel des agences immobilières d'un loyer représentant un tiers de votre salaire, vous voyez que vous fermez la porte quand même à une grande partie des gens qui travaillent chez nous. Donc, ça nous amène à quelques rappels sur le logement social, quand même. Je vous le disais tout à l'heure. On a fait ces petits tableaux, c'est important que vous les ayez à l'esprit parce que qu'est-ce qu'on met derrière et qui a accès au logement locatif social. Là, je ne vais pas vous prendre tous les exemples, hein. Si je prends deux personnes seules, enfin, on va dire, je sais pas, un couple à la retraite par exemple. Et là, on est sur. D'ailleurs, il y a l'exemple de monsieur et madame Dupont. C'est fictif, hein, je vous rassure. On n'est pas sur. Sur des revenus de 2000 jusqu'à 2500 € par mois, ils peuvent prétendre à un logement social. Mon fameux couple avec 2 enfants, là, on arrive sur des revenus qui peuvent aller jusqu'à 3600 € par mois. Donc, on est bien sur des niveaux de revenus. Finalement, pas, j'allais dire relativement élevés, là n'est pas la question, mais on touche toute une partie des ménages, en tout cas, qui sont dans nos entreprises, dans vos services, sur ces niveaux de revenus, et qui, eux, peuvent prétendre au logement social. Alors, pourquoi ça devient une solution? C'est que ces personnes-là ne peuvent pas dans le même temps acheter, parce que c'est pas ouvert à eux, ne peuvent pas louer dans le privé, parce que le niveau de loyer est trop élevé, et que finalement, la seule solution pour eux, actuellement, c'est le locatif social. Alors, on a le pendant, avec monsieur le maire en parlait tout à l'heure, avec, je dirais, le volet accession sociale ou accession aidée ou accession abordable, peu importe comment on l'appelle. Alors, vous m'excuserez les jargons liés au logement PSLA, BRS, bail réel solidaire, location accession. Vous allez avoir une opération qui va sortir en bail réel solidaire. Je rappelle juste pour info de manière très simple, bail réel solidaire, vous achetez le logement mais pas le foncier que vous louez, ce qui veut dire que votre charge en termes d'acquisition est beaucoup plus faible, et puis surtout ça garantit pour le bailleur qui vous vend le logement de maîtriser son évolution dans le temps, à savoir que la personne, quand elle revend son logement, vu qu'elle n'a pas le foncier, elle ne peut pas spéculer dessus. On a des clauses anti-spéculatives sur la revente, ce qui permet de maintenir constamment ce logement abordable à disposition des personnes, ce qui n'est pas du tout le cas du PSLA. Vous en avez eu beaucoup sur votre commune aussi, hein, où là on est sur un système d'accession abordable avec certaines clauses anti-spéculatives, mais qui ne sont pas finalement très contraignantes et qui vont amener des gens à revendre avec une plus-value certaine, et puis au-delà de ça, à revendre et donc à réinscrire ces logements dans le marché privé, à des prix du privé. Donc on perdait l'intérêt du sujet. Là aussi, important à regarder, hein, c'est qu'on est sur des logements qui sont accessibles à des revenus qui, pour le coup, peuvent même paraître relativement élevés. Hein. Là, vous prenez le couple, si je vois bien, on est sur un couple jusqu'à des revenus de l'ordre de plus de 4000 € par mois, qui peuvent prétendre à ces logements
Mais idem, hein, c'est des personnes qui ne peuvent pas actuellement acheter. Je parle de maison. On a un discours un peu différent avec la location. Avant de passer aux orientations générales et au programme d'action, ces rappels-là, ils ont, je dirais, dressé un portrait assez alarmiste de la situation. On a des remontées de plus en plus nombreuses des entreprises de services, notamment je pense à un EHPAD qui parle de fermer une aile de son activité parce qu'il ne trouve pas le personnel, ou parce que le personnel qu'il a formé est parti s'installer sur des lieux où il pouvait exercer le même travail, mais dans des logements, avec des logements beaucoup plus accessibles. Des entreprises qui doivent recruter et qui nous interrogent sur où est-ce qu'on peut loger nos salariés. Et donc là, il y a un vrai sujet parce que si je résume de manière un peu noire, les gens qui n'ont pas les moyens pour acheter, qui ne les ont pas non plus pour louer, et sur un territoire où on n'a pas de locatif social avec des logements abordables, ces gens-là, ils ne viennent plus chez nous, ils vont aller. Donc il y a un vrai sujet pour la vie du territoire sur lequel il faut répondre. Alors, les élus, forts de ce constat un peu noir, se sont fixés deux objectifs, on a appelé ça des leitmotifs, mais c'est deux grandes intentions. C'est de dire, il y a un moment, il faut qu'on change d'échelle, il faut qu'on mette le curseur sur une ambition politique qui soit forte, avec deux enjeux majeurs qui visent à diversifier les statuts, pour faire simple, développer le locatif, par rapport à l'accession qui est ultra majoritaire, c'est 90 à 90% de grands logements, c'est 80% d'accession. Diversifier les statuts, mais il y a un point sur lequel je n'ai pas trop insisté dans le diagnostic, qui est important, c'est qu'en fait, en face de nous, on n'a plus les familles. En tout cas, on n'a pas que ça, et loin de là. Et on a une diversité d'habitants qui arrivent avec des demandes en logement qui sont très importantes, et en tout cas qui ne sont plus sur le modèle unique de la maison. Loin de là, bien loin de là, et même l'essentiel de la demande sur notre territoire maintenant porte sur du T2, T3. Alors ça vise des seniors qui ne cherchent pas à avoir beaucoup plus, ça vise tous les jeunes qui ne cherchent pas non plus à avoir beaucoup plus. Alors il ne faut pas se leurrer, il y a aussi le critère prix qui rentre en ligne de compte. Les gens vont sur des T2, T3 tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas acheter plus. Mais il y a une vraie demande au-delà du prix sur ces diversités de typologies qui répondent à l'évolution de notre société. On parle des familles monoparentales, des familles recomposées. Il y aura toujours une demande sur des grands logements, il y en a aussi sur des petits, et de plus en plus sur les petits, sauf que nous, sur cette offre-là, on n'a pas grand-chose. Moins de 10% du parc sur des logements plus petits. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est le constat qui a été fait, c'est de dire que finalement, et c'est pas là non plus une critique, ça s'est fait sur plein de territoires, c'était de dire, j'avais entendu un maire le dire, s'exprimer là-dessus en disant, il y a 15 ans, on était content d'avoir ces aménageurs qui voulaient venir construire chez nous, faire des choses parce que on avait nos écoles qui se vidaient et puis on a été content de les trouver. Sauf que ces aménageurs, ils ont pris la main, ils ont réalisé, ils ont fait des choses bien, moins bien, mais en tout cas, ils ont agi, c'est eux qui produisent la quasi-totalité de l'offre de logement sur le territoire. Alors là-dedans, je mets les aménageurs, mais je mets aussi le propriétaire qui va diviser son terrain pour le vendre et construire une maison. En tout cas, c'est une offre qui vous échappe complètement, sur laquelle vous avez très peu de maîtrise, en dehors d'un cadre de règles qu'on va fixer par le PLUI, mais qu'on sait, je suis bien placé pour le dire, que les effets ne sont pas forcément limités, ou en tout cas l'approche cadrage peut paraître insuffisante. Donc la deuxième volonté des élus, c'est de dire qu'il faut qu'on reprenne la main sur ces sujets-là. Alors c'est pas de dire on sort les aménageurs, les promoteurs du territoire, c'est de dire il faut qu'on cadre mieux, en tout cas ce qui se produit dans ce cadre-là, voire qu'on agisse directement. Alors concrètement, comment ça s'est traduit? Je vais aller sur une orientation qui a nécessité beaucoup de discussions, beaucoup de débats. En gros c'est bien de produire, mais c'est produire quoi? Donc, je ne vais pas revenir sur les éléments que je vous ai fournis dans le diag, mais ça a amené ça. Alors, important, j'avais tendance des fois à l'oublier, un objectif général, quantitatif, qui est de produire de 450 à 500 logements. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu ce qui s'est fait dans le cadre du PLUI, on est sur un ralentissement de la production. On était sur le PLUI, on est sur le PLUI d'ailleurs, tel qu'il existe, sur un objectif de l'ordre de 550 logements. Alors, pourquoi ce ralentissement? Parce qu'il obéit, on ne vit pas dans le mar de café,
mais on a des projections statistiques. Il faut savoir qu'en même temps qu'on élabore le PLH, le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire travaille à son schéma de cohérence territoriale, qu'il y a eu des projections d'accueil démographique faites, et que ces projections tablent plutôt sur les 15-20 ans à venir à un ralentissement de cette croissance. Donc nous, on l'a intégré en partie, comme ça a été intégré sur Nantes, Saint-Nazaire, sur les autres territoires. Donc on est sur un léger fléchissement, 450-500 logements par an à produire dans les, alors je ne l'ai pas dit, dans les 6 ans de durée de vie d'un PLH. C'est la durée à peu près fixée pour appliquer le plan d'action. La vraie question, elle est sur le tableau qui n'est pas très lisible, mais que je vais essayer de vous expliquer, de dire bah, finalement on regarde le constat, on voit bien que les curseurs, il faut les pousser sur le location plutôt que sur l'accession, et il faut aussi pousser sur le locatif plutôt que le privé. Donc concrètement, on a des objectifs, alors ça peut paraître un peu, on est en pourcentage, donc c'est pas si clair que ça. L'objectif c'est de mettre l'accent sur le locatif social, donc de passer de 5 à 8,5%. Ça peut paraître pas grand chose, mais l'effort à faire pour l'atteindre est relativement conséquent. Ça veut dire que c'est la colonne orange, que dans la production neuve, bah, il faudra que pour atteindre ça, on soit autour de 30% de logements à produire de ce type-là. Alors vous avez la colonne rouge, là, ça donne en nombre réel par an. Si je prends la première ligne locatif social, c'est une centaine par an à produire. Sur le locatif privé, là pour le coup, on n'a absolument pas la main, faut se le dire. On n'impose pas à un investisseur de faire du locatif. Par contre, l'idée c'est de le maintenir. Alors vous allez voir dans le plan d'action, on a des actions qui visent à inciter ça. Le vrai changement finalement, c'est si vous regardez la ligne accession, la dernière, on a 80% du parc qui est en accession. L'idée c'est de faire baisser cette part-là, et pas de la faire baisser uniquement sur le segment logement privé, mais c'est de dire, tant qu'à produire de l'accession, il faut qu'on puisse produire de l'accession abordable. C'est les fameux PSLA, BRS, bail réel solidaire, qu'on a évoqué, et que bah, c'est de l'accession en tant que telle, mais ce volet-là porte sur l'accession abordable, donc accessible aux ménages qu'on vit. Alors concrètement, comment on fait? On retraduira ça, je vous redirai ça après par le plan d'action. Bah, une fois qu'on a dit ça, c'est de dire, bah, c'était la question des élus, c'est de dire, bah, c'est bien, mais comment on y arrive? Bah, il y a cette petite flèche là, avec les curseurs. Alors, on y arrive par la négociation, en discutant, avec les aménageurs, avec le privé, avec toutes les limites que ça pose, hein, parce que quelqu'un qui a un projet, si vous pouvez négocier ce que vous voulez, s'il n'y a pas de règles ou de levier, bon, il fait encore ce qu'il veut. On peut avoir des obligations qui peuvent être modulées d'une opération à l'autre, qui peuvent être aussi en partie discutées. Et puis, bah, si on pousse le curseur au bout, bah, on va imposer des opérations avec des objectifs. Alors, on n'invente rien de très nouveau, hein, ça existe déjà dans le PLUI. Il y a des secteurs sur lesquels on a imposé des objectifs de production. Hop. Je passe, pardon, je suis passé vite. Ça, je peux passer, pardon. La traduction, mais M. le maire l'a dit dans son mot d'introduction, vous êtes, vous, identifié en tant que pôle structurant. L'objectif qui est proposé pour Trélières, c'est d'avoir dans la production neuve future, je parle bien de la production neuve à venir, 25% de logements locatifs social. Alors, quelque part, rien de nouveau, hein. C'est déjà l'objectif qui vous est imposé via le PLUI actuel, via le PLH qui est en vigueur jusqu'à présent. La vraie nouveauté, c'est qu'on ajoute un ratio de 15% de logements abordables, imposé aussi, ce qui amène l'offre en logement abordable à représenter dans la production future 40% de l'offre proposée. Là, on est sur des objectifs imposés, à savoir que ça, on va essayer de les imposer, notamment, je vous parlais du PLUI, par la règle. Pas que. Ça peut être aussi, il n'y a pas que la règle, il y a aussi dans les leitmotifs que j'ai présentés la maîtrise publique, hein, ça passe par la maîtrise foncière, ça passe par la maîtrise des opérations, où là, bah, vous avez en pilotant les opérations la liberté de proposer des programmes avec plus de logements abordables, plus de logements sociaux. Ça, c'est l'imposé, et puis en fait, la colonne de droite, c'est la nuance, et c'est là où les communes ont encore plus leur rôle à jouer. C'est finalement l'objectif idéal. C'est-à-dire si on voulait vraiment pousser les curseurs et impulser un changement encore plus important qui irait plus dans le sens de nos attentes, il faudrait aller, je prends les 15% de logements abordables imposés, bah, il faudrait aller jusqu'à 25.
Alors, entre 15 et 25, bah, c'est là où, quelque part, on vous laisse la main, en disant bah, à vous d'aller voir, et par la maîtrise d'opération, et par des règles peut-être plus importantes sur certains secteurs, comment vous essayez d'atteindre ces objectifs-là. Ça tient à tout un tas de politiques, de la politique foncière à la politique, de la politique sociale, etc., etc. Donc, je pourrais revenir sur les chiffres. Je vais passer aussi sur une interrogation qui s'est posée, c'est de dire bah, c'est bien de faire 450 à 500 logements. Monsieur le maire en parlait, il y a le ZAN qui arrive, l'objectif de réduire la consommation foncière. Est-ce qu'on est en capacité de l'atteindre? La réponse est oui. Quand on fait le calcul de tous les gisements fonciers avec plus ou moins de capacité à pouvoir les mobiliser, oui, on peut atteindre ces 450 à 500 logements par an en respectant les objectifs du ZAN. C'était une vraie inquiétude des élus de se dire, mais ce ZAN il arrive, mais est-ce qu'on a la capacité à produire du logement et en même temps moins consommer de foncier, même si on sait qu'on change les modèles, qu'il faut densifier, voilà. Et on a cette capacité-là, on pourra le réévoquer plus tard, sans forcément aller sur des niveaux de densité très élevés. En fait, le travail qui a été fait, on a travaillé avec l'agence d'Urba de Nantes, le travail qui a été fait ici, c'était de dire, sur certaines communes, alors j'ai pas repris cette slide, sur certaines communes, je crois que Tralières n'était pas concerné, on se dit, bah, si on prend les objectifs de densité que vous avez définis au PLU, je prends pour les petits pôles de proximité type Casson, c'est 15 logements hectares. Si on prend cet objectif-là, 15 logements hectares, vous allez avoir du mal à respecter et le ZAN et la production de logements. Par contre, si vous êtes à 20 logements hectares, ça passe. Il faut savoir qu'actuellement sur Casson, comme sur d'autres communes, les fameux lotissements, qui sont des opérations qu'on verra de moins en moins, on est plutôt entre 25 et 30 logements hectares, de ce qui se fait réellement. Donc finalement, on se rend compte que dès lors qu'on pousse un peu le curseur, mais on n'a même pas à le pousser, puisque ça se fait finalement tout seul, on y arrive assez facilement. Et puis bah, là, pour le coup, Tralières est bien placé pour le savoir. Si on ajoute à ça des opérations de renouvellement urbain, plus classiques, qui peuvent être du collectif, mais aussi du bâti resserré, etc. Enfin, toutes les formes d'habitat qu'on peut faire qui vont dans le sens d'opérations plus denses, on atteint assez facilement ces objectifs et donc la capacité à faire. Je vais passer maintenant au programme d'action. Alors, il se décline en 4 grandes orientations. La dernière, je la passerai un peu vite parce que c'est vraiment le cadre général. Ce que je vous propose, moi, c'est un peu de les dérouler vite et puis surtout de pouvoir ouvrir un débat s'il y a besoin, répondre à des questions et puis que vous puissiez échanger. Le but étant, je leur dirai à la fin, que vous émettiez au terme de votre échange un avis sur le projet de PLH. Alors, la première grande orientation vise, et vous l'aurez compris, la diversification du parc. Donc, sans aller dans le détail, là on a 2 leviers majeurs qui sont portés principalement par la CCEG, et en lien avec les communes, parce que le PLUI est co-construit avec les communes, je tiens à le redire à chaque fois, parce que ce n'est pas un outil CCEG, c'est un outil qu'on a construit avec vous. Alors pourquoi c'est un outil majeur? Parce que on a la capacité par le PLUI de fixer des règles, je vous l'ai dit, de dire que sur certains ce secteur-là, on va imposer 25% de locatif, sur ce secteur-là, on sera plutôt, alors c'est important de le noter, quand on dit que Tralières doit produire 25% de locatifs sociaux, c'est en moyenne. Ça veut dire que sur un secteur, vous pouvez dire, là, tel qu'il est situé, on va être à 40%. Sur le secteur là-bas, on estime qu'il y a plus de difficultés, ou tout simplement, et je pourrais en reparler, pour des questions d'équilibre financier, parce qu'il y a quand même aussi l'enjeu d'équilibre financier, on va en demander moins, mais au global, on arrivera bien à notre objectif. Donc là, c'est des règles, tout simplement, qu'on fixe dans le PLUI, au travers des orientations d'aménagement, des servitudes, des emplacements réservés, qui permettent de l'imposer. L'autre gros levier qu'on mobilise de manière très forte la CCEG, c'est le soutien financier à la production. On a tout un système d'aide aux bailleurs sociaux qui permettent de financer la production. À chaque logement construit sur Tralières, il y a une aide qui a été versée par la CCEG. Elles vont, pour la petite histoire, de 4 à 8 000 € par logement, ce qui est loin d'être anecdotique. Alors pourquoi de 4 à 8 000? Vous allez voir qu'on croise 2 enjeux. C'est que c'est évidemment de développer le locatif, mais c'est aussi de favoriser le renouvellement urbain et la baisse de la consommation foncière. On sait qu'en renouvellement urbain, c'est plus compliqué, c'est plus coûteux. L'aide de 8 000 €, elle est pour ces logements-là. Sur les parties en extension, on considère que les opérations sont plus faciles à sortir et du coup, il y a moins besoin de financement. Mais donc, on est sur un budget global qui a
qui est de l'ordre de 500 000 € par an. C'est quand même 3 millions d'euros investis par la CCEG sur le développement de ce parc-là, ce qui est quand même très important. Un dernier point sur l'offre locative sociale, je fais l'annonce, mais ça viendra bientôt en séance au Conseil et en conférence des maires. Il y a la réforme des attributions. Il y a eu beaucoup de questions dans les communes sur comment se passent les attributions. Il faut savoir qu'avec le PLH obligatoire, il y a une réforme des attributions qui se met en place. Ça ne va pas changer foncièrement la forme, si ce n'est que là, on va demander un travail collectif. Alors c'est la CCEG qui va le piloter, mais monsieur le maire, vous le verrez prochainement, lors de la prochaine conférence des maires. On va devoir solliciter les 12 communes pour avoir un travail sur 2 points qui posent systématiquement question. C'est comment on participe mieux à l'attribution des logements par rapport aux personnes qui ont fait des demandes, comment on choisit, hein, parce qu'il y a un choix qui est fait sur les personnes qui sont... Et puis surtout sur quels critères. Donc c'est tout ce travail-là qui va être fait pour avoir à l'échelle intercommunale un ensemble de critères qui seront définis. C'est toujours les communes qui participeront aux commissions d'attribution des logements locatifs, mais il y aura bien un cadre mieux défini parce qu'on a vu que ça manquait cruellement des fois pour choisir, mais aussi pour expliquer pourquoi ça avait été choisi comme ça. Deuxième aspect, je l'ai évoqué sur le locatif privé. Alors là, je vous le disais, hein, on est plus sur l'incitation, l'accompagnement. En fait, on se rend compte que finalement, si on en a assez peu, c'est parce que peut-être on avait des promoteurs un peu frileux, et finalement ils sont là, hein, ils viennent, ils sortent des opérations, vous en avez chez vous. Mais on a surtout un ensemble de propriétaires, investisseurs, l'essentiel des porteurs d'investissement locatif sur des territoires comme les nôtres, c'est des gens qui habitent la commune. Hein. Moi qui viens du Maine-et-Loire, on a l'habitude de voir les maçons, et voilà, tous ceux qui vont construire un logement, 2 logements, diviser leur terrain pour faire un logement locatif qu'ils mettent en location, ça on le voit de plus en plus. Et ces gens-là, il faut pouvoir les accompagner un minimum, parce que sinon ils ne se lancent pas forcément, c'est compliqué, c'est un peu le parcours du combattant. Donc l'idée autour de ce sujet-là, c'est de mieux accompagner, de mieux expliquer. Ça passe aussi par les banques, hein, parce que c'est un placement, donc comment on les accompagne là-dessus. Alors il faut savoir que dans les méandres des politiques de l'habitat, il y a une chose qui a changé en cours d'élaboration de PLH, c'est que les communes sont classées à l'échelle nationale, hein, selon le niveau de tension du parc. Autant dire qu'à Tréguère, le niveau de tension est très élevé, ce qui fait que votre classement a été revu. Et du coup, le fait d'être revu ouvre à des dispositifs qui n'existaient pas avant, et notamment tous les dispositifs fiscaux locatifs. Vous avez entendu parler du Pinel, de tous ces dispositifs-là. Donc là, il est réouvert sur Tréguère, comme sur des communes comme Grandchamp, Sucé-sur-Erdre, j'ai oublié, il y a Eric, je crois, non pas Eric, Vigneux de Bretagne. Donc quelque part, il y a aussi ces mesures incitatives qui se réouvrent sur une commune comme la vôtre, qui peuvent attirer, ou en tout cas déclencher des investissements. Troisième volet sur le même sujet, j'en ai parlé tout à l'heure, l'accession abordable. Là aussi, gros effort de la CCEG, hein, puisqu'on a 1,8 million prévu sur les 6 ans à venir. C'est des aides, c'est le même type d'aide que pour le locatif social, hein, c'est des aides aux bailleurs. Je vous parlais de bail réel solidaire, très souvent un bailleur social classique, hein, qui construit et qui revend aux propriétaires, à celui qui souhaite acheter. On est sur des aides de 3 000 à 4 000 euros par logement en location accession et jusqu'à 5 500 pour le bail réel solidaire. Là aussi, on a l'outil réglementaire. On pourra, ce qui n'était pas le cas actuellement, imposer des objectifs de production de logements accessibles, abordables, en plus du logement locatif social. Donc ça, on pourra le mobiliser dans le cadre du PLU. Et enfin, je crois que c'est la dernière action, c'est aussi un volet important, c'est le volet social du PLH. Et là, quand je dis social, excusez-moi l'expression, je parle du très social. On a quand même un ensemble de ménages en difficulté, voire en très grande difficulté sur le territoire. Et que ces ménages, il faut pouvoir leur apporter une réponse. Je pense au logement d'urgence. On a différentes appellations qui sont gérées généralement par, alors j'ai oublié qui c'était chez vous, des associations Trajet, c'est Trajet, je fais ça, qui accompagnent ces ménages. On peut parler aussi, on va dire, de fragilité financière, mais il y a aussi la fragilité sociale, les femmes victimes de violences. Voilà, tout un panel de populations qui doivent être aidées et accompagnées. On a une offre qui n'est pas, on va dire, qui
qui existe et qui est a priori suffisante en l'état. On voit bien les limites. Donc là, il y a tout un travail qui a été engagé avec les CCAS, avec, voilà, pour mieux évaluer cette offre. Il y a des problématiques aussi tout simplement. Je dirais que le sujet n'est pas simple, bien au contraire. Il y a aussi des nécessités de réseau. Hein. Je parlais des femmes victimes de violences. Il est bien évident que si la situation est connue dans une commune, on va plutôt chercher à lui proposer un logement dans une commune autre. Et pas sur... voilà, ça paraît assez basique, mais n'empêche que quand l'offre de logement est très limitée, bah, ça suppose quand même que le réseau il fonctionne bien avec la commune d'à côté, voire la commune plus éloignée. Et puis une action qui, nous, et le président en est témoin, nous occupe beaucoup, la question des gens de voyage. Alors, là, il n'y a pas grand-chose, je dirais, en termes d'action, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des investissements importants réalisés, en particulier chez vous, avec l'aire d'accueil qui a été étendu. On a un terrain, ce qu'on appelle un terrain de petit passage, c'est les terrains d'été. Alors, c'est pas, je vous rassure, c'est pas l'échelle Saint-Nazaire, entrée de Saint-Nazaire. Hein, là, on est sur des terrains de grands passages. Là, on est sur des terrains pour une trentaine de caravanes. Ça répond au déplacement de... Ça va vous parler parce qu'on en a connu quelques-uns cet été. Hein, c'est des déplacements de 30, 40 caravanes. On parle de champs, hein, on n'est pas sur des terrains aménagés. Voilà, c'est des espaces où on amène un point d'eau, un point d'électricité. Ça répond au déplacement d'été. C'est ouvert au début de l'été, c'est fermé à la fin de l'été. Donc on doit en aménager un. On doit rénover l'aire d'accueil de Sucé qui était dans le même état pour ceux qui la connaissaient que Trélière, hein, avant qu'on la réhabilite. Elle va être réhabilitée. Et puis surtout, on attend le futur schéma directeur, schéma départemental, pardon, qui va sortir fin d'année, début d'année prochaine, qui va fixer des mesures complémentaires qu'on doit intégrer pour répondre à ces besoins-là. L'autre action, bah, c'est, je dirais, plus global autour de tout ça, c'est l'émergence des nouveaux modes d'habiter. Je parle de l'habitat léger, par exemple, mais pas que. C'est l'habitat participatif, enfin tout ce qui va tourner autour de ces nouveaux modes, parce que là aussi, il y a une demande. Je pense aux seniors. Hein, nous, quand on a fait cette étude sur les seniors, on a questionné directement ces fameux seniors voilà, qu'on a rencontrés dans plusieurs réunions. Il y a le type de logement souhaité. On a été assez étonnés d'ailleurs de constater que finalement, pour beaucoup, un appartement, ça convenait. On avait un peu l'image de la petite maison, alors certes avec moins de terrain, mais en fait, pour beaucoup, l'appartement, à partir du moment où il permet un accès facile aux services, au commerce, bah, ça allait. Mais il y avait aussi ces formes-là d'habitat participatif, habitat partagé. Voilà, on rejoint la question du lien social et de comment on peut construire son parcours de résidence. Je passe maintenant à l'orientation 2, parce qu'une fois qu'on a dit on va développer, on va essayer de favoriser ou renforcer ce type de logement locatif, accession, etc. Bah, c'est comment on y arrive, et là il n'y a pas de secret, le nerf de la guerre il va être sur l'aménagement. Et le premier point en termes d'aménagement, bah, c'est la maîtrise du foncier. Donc il y a une action qui est déjà engagée hein, depuis 1 an et demi, en tout cas pour ce qui relève de l'échelle interco, c'est la question de la définition de la stratégie foncière des communes. Alors, j'aime pas le terme parce qu'on a l'impression que derrière, il y a des choses très compliquées de manière assez simple. C'est où sont les fonciers intéressants sur la commune pour produire du logement. Et pour ces fonciers identifiés, ce qu'on appelle des gisements fonciers, hein, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on développe une politique d'acquisition foncière, soit directement, soit via des outils comme l'établissement public foncier, hein, qui achète pour le compte des communes. Ils œuvrent beaucoup sur notre territoire depuis quelques années, pour ensuite sortir une opération immobilière avec un portage qui aura été fait par ce fameux établissement. Le nerf de la guerre, il est là, clairement. Si vous n'avez pas le foncier, vous ne maîtrisez pas les opérations. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, c'est vous qui aménagez, qui réalisez les travaux et qui faites. Hein. Ça peut tout simplement être le principal levier de négociation avec un aménageur à qui vous allez discuter pour lui revendre le foncier, mais sous l'angle d'un programme que vous aurez défini. Donc, il y a bien ce volet-là qui est un point capital de la réussite de la mise en œuvre de ces actions, parce que c'est bien au-delà des règles d'un PLUI là-dessus que vous allez avoir la main. Nous, on accompagne aussi d'ailleurs hein, les communes avec l'EPF sur la définition de ces gisements, et puis
au-delà de ça, sur qu'est-ce qu'on fait de ce gisement. Il y a une logique, je le disais tout à l'heure, financière. Enfin, c'est bien d'avoir du foncier, mais encore faut-il arriver à obtenir des opérations qui s'équilibrent à peu près, en tout cas qui soient compatibles avec les budgets communaux, pour pouvoir sortir. C'est une vraie question actuellement, je le dis très clairement. Nous, il y a plein d'opérations sur le territoire, où quand on annonce des déficits qui frôlent le million d'euros, on sait très bien qu'elle ne va pas sortir l'opération. Donc il faut s'interroger là-dessus, il faut être efficace, et du coup, pour ça, il faut être en mesure de faire des études de capacité, de bilan, pour voir à quel prix acheter, déjà, et puis surtout comment on optimise l'opération pour qu'elle soit le moins déficitaire possible. Une autre opération sur la maîtrise, je dirais, globale de ces projets. Une fois qu'on a le foncier, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors là, la CCEG, elle a développé un service d'ingénierie urbaine au service des communes. On est déjà intervenu plusieurs fois sur votre commune, mais on faisait le bilan la semaine dernière. On est intervenu sur les 12 communes, finalement, en 2 ans d'activité. Ce qui veut dire que ça marche. On apporte, nous, une ingénierie complémentaire à celle de vos services, quand il y a besoin. On apporte aussi des appuis extérieurs. On mobilise beaucoup l'agence d'urbanisme qui va aider à concevoir les projets, mais on mobilise aussi des prestataires qui vont, par exemple, établir des bilans financiers. Alors, on se forme en marchand, je vous parle des bilans financiers. Maintenant, on a un service qui est en mesure de faire ces bilans-là pour le compte des communes, ce qui permet justement d'anticiper et de voir les problématiques qui vont se poser sur ces questions d'équilibre. Donc, on a cet appui aux études. Et puis, une réflexion qui n'est restée à ce stade qu'une réflexion, c'est je vous parlais d'opérations qui parfois peuvent être très déficitaires. Dans quelle mesure il y a une participation à ce déficit qui se fait? Alors on voit bien que là tout de suite se met sur la table des enjeux financiers qui sont majeurs, très importants et qui ne peuvent pas être statués comme ça. Donc ça c'est une réflexion qui va s'enclencher dans la mise en œuvre du PLH, qui aboutira ou qui aboutira pas, ça ce sera vraiment du ressort des élus, de définir si c'est nécessaire. Alors la question ça va être la nécessité. L'autre question, je dirais, c'est si on devait y aller, c'est dans quel cadre. Il est bien évident que financer un déficit d'opération, ça ne doit pas servir à financer un bénéfice d'opérateur privé derrière en bout de ligne qui va récupérer son bénéfice et qui aura été en partie financé par une action publique. Donc ça veut dire qu'il y a un cadre quand même qui n'est pas simple à définir si jamais ça doit être mis en place. L'action note, j'insiste un peu plus parce que c'est un peu la nouveauté quand même, c'est que quand on dit Yazan et du coup on ne peut plus faire de lotissement, où est-ce qu'on peut agir? Il y a le renouvellement urbain. Alors il y a un élu qui disait le renouvellement urbain c'est bien mais c'est long, c'est cher et c'est très difficile à mettre en place, c'est très compliqué, c'est long. C'est long, c'est très coûteux et c'est très, très compliqué à faire. Donc, on se dit, d'ailleurs, le tiers des communes, une opération de renouvellement urbain, on compte 10 ans, à peu près, entre la première étape de commencer à acquérir du foncier et puis la livraison des logements. Donc, je dirais que pour des élus qui sont là pour un mandat de 6 ans, ça interroge. Ce qui est acheté maintenant servira pour le mandat suivant, voire encore après. Donc, c'est pas comme ça qu'on va répondre à l'offre. On va avoir du mal à s'étendre, et puis entre les deux, on a quoi? On a des zones pavillonnaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis des années? Il y a eu de la division. Ça s'est fait, c'était nécessaire, ça a répondu à un certain besoin, sauf que cette division, c'est fait au prix du marché immobilier. Donc finalement, on ne répond pas aux problèmes qu'on a soulevés. Donc là, il y a une réflexion qui va s'engager, c'est pas qu'une réflexion, c'est des actions qui existent déjà sur d'autres territoires, qu'on a vu, qui vise à accompagner, c'est un peu comme le locatif privé, je vais reprendre le même sujet, qui vise à accompagner les initiatives individuelles. Ceux qui ont des grands terrains, qui veulent diviser, très clairement, on aura très peu la main. Le droit de diviser son terrain, c'est un droit, il n'y a pas de cadre réglementaire, en tout cas assez peu, en dehors d'orientation PLUI, pour le traiter à grande échelle. Il existe, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, mais l'idée est d'aller cibler l'ensemble d'un potentiel qu'on a pour l'instant peu identifié, peu défini. Les gens qui ont des grands terrains diviseront et continueront à vendre des grands terrains parce que c'est facile. On met 3 bornes, on vend le terrain, hop, on passe chez le notaire, c'est fait. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est que la demande, elle est sur des petits logements. Elle est sur du locatif. Et qu'on sait qu'il y a une manne de 25 000 logements pavillonnaires, quand même, parcelles pavillonnaires sur le territoire. C'est 25 000 qui existent, sur lesquels les gens n'ont pas forcément pensé à faire des divisions parce que le terrain n'est pas si grand que ça, il n'est pas si bien fait.
Par contre, ils n'ont pas pensé non plus que mettre un logement de 80 mètres carrés avec 50 mètres carrés d'espace de terrasse devant, bah, ça répondait à une offre, soit en location, soit en vente. Alors il y a des gens qui ont pensé en se disant on va accueillir les parents, ils vont venir chez nous. Puis vous l'avez peut-être vu sur Salière, et puis ces gens-là, quelques années après, ont dit bah, finalement on peut le louer, voire on peut le vendre. Et puis voilà. Et en fait, là on a une manne, on ne dit pas que tout le monde va se lancer là-dedans, c'est pas le but, mais il y a une manne tellement énorme que si on a quelques-uns qui y vont, bah, ça répondra en partie à des besoins. C'est un gros avantage pour des communes comme la vôtre, comme toutes les communes d'ailleurs, c'est que bah, pas de besoin de voirie à créer, peut-être un peu de renforcement de réseau, mais en tout cas beaucoup moins que s'il fallait créer tout en neuf. Des taxes qui arrivent, hein, clairement, potentiellement du logement abordable, donc des enfants qui reviennent regarnir des écoles, des associations, etc. Donc là, il y a un vrai enjeu là-dessus, sauf qu'on se rend compte que si ça bouge pas trop, c'est parce qu'en fait, c'est comme le locatif, les gens, bah, ils ne savent pas forcément comment faire. Pour ceux qui s'y intéressent, quand ils commencent à s'y intéresser, je suis bien placé pour le savoir, hein, enfin, je sais pas, pour ceux qui ont déposé des permis récemment, des demandes, enfin, c'est quand même très compliqué. Donc très vite, ils s'arrêtent à la complexité et de la procédure et des démarches à engager. Et puis, bah, il y a aussi un bilan financier à faire. Hein. Enfin, je veux dire, les gens qui s'y engagent, c'est pas des promoteurs, quoi. C'est pratiquement le deuxième investissement de leur vie après leur maison. Et que du coup, ils ont besoin d'y voir clair sur ce qu'ils peuvent faire. Donc là, il y a l'idée d'un accompagnement qui pourrait se faire, ça existe ailleurs, hein, pour accompagner ces projets-là, pour les aider à sortir, au même titre qu'on aide à rénover l'habitat, pour rénovation écologique, etc. Bah, on pourrait aider les gens à sortir ces projets. Donc voilà, et puis on arrive sur les derniers sujets. Je vais passer rapidement, le sujet est essentiel. Mais je passe rapidement parce qu'en fait, on peut le dire, là-dessus on est plutôt bon, en tout cas on est reconnu plutôt bon. Ça va être 2 minutes. Je pense qu'en 2 minutes je peux finir. Je vais passer rapidement parce que là on est sur tout ce qui va être l'aide à l'adaptation du logement. Ça c'est une politique qu'on mène depuis plus de 15 ans qui va être poursuivie. Ça va être tout ce qui va être aide à la rénovation énergétique des logements. Donc là, c'est Serena, pour ceux qui ont fait appel à eux ou qui connaissent. Donc c'est des techniciens qui sont chez nous. Hein. On a toute une filière qui est structurée pour vous accompagner sur la rénovation énergétique. Je fais juste un petit pas de côté, c'est que ce dispositif et ce mode d'accompagnement, il va évoluer avec, dans le sens de la simplification, à partir de janvier, le guichet unique, c'est la CCE. On avait des prestataires, là tout sera géré en interne et on assure le suivi pour les habitants, le conseil extérieur, etc. Conseil extérieur et indépendant, évidemment, sur tous les sujets adaptation au logement et rénovation énergétique. Et puis bah, là aussi, hein, il y a un volet très social, on a des situations de logement indignes. Alors Histologe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme sur laquelle les locataires, par exemple, ça peut être des propriétaires ou des voisins de propriétaires qui constatent l'état de dégradation d'un logement, vous le signalez, et du coup il y a un accompagnement qui se met en place pour aller vérifier l'état du logement. Et alors c'est une compétence communale, hein, nous qui l'accompagnons, pour essayer d'accompagner ces situations qui sont parfois assez catastrophiques. Et je le disais, j'avais passé rapidement, les dernières actions, elles visent à comment on met en œuvre et comment on agit. Alors, il y a une notion de gouvernance. Cette gouvernance, elle doit forcément s'appuyer sur l'interco et les communes pour l'accompagner. Il y a une notion, je crois, qui vient après, d'évaluation. Il est bien évident que si on fait ces actions, ça a été dit plusieurs fois par les élus, ça ne doit pas être des paroles en l'air, il faut agir. Après, on est sur des temps longs, hein, on parle d'opérations d'aménagement, n'empêche que ça suppose quand même qu'on suive les effets. Il ne faut pas oublier qu'on met beaucoup d'argent dessus, donc encore faut-il que l'argent soit bien dépensé, qu'elle ait un vrai effet levier. Et donc tout ça, c'est vérifié. Alors, depuis quelques années sur le PLH précédent, pour ceux qui viennent en général sur janvier-février, il y a un bilan annuel qui est fait chaque année de l'évolution des actions. Si je prends les aides au locatif social juste pour exemple, on les a revues plusieurs fois, justement pour les réadapter en fonction des besoins, de la réalité des marchés. Et puis le volet communication, mais ça je passe rapidement là-dessus, et je vais tout de suite à la fin. Donc on est bien, excusez-moi, parce que là le document n'a pas été mis à jour sur cette slide-là. On est sur cette phase d'avis, je vais laisser le débat s'ouvrir, mais on est sur une phase d'avis. Alors pour être tout à fait clair, l'avis de la commune, il peut être favorable, avec des remarques, voilà. Il peut être favorable avec des réserves, en disant, bah nous, on veut modifier ça.
ou défavorable, voilà. Et puis la somme de ces 12 avis sera remontée à l'échelle de la CCEG, et puis il y aura une nouvelle déclaration du Conseil qui statuera à nouveau sur le projet. Voilà, j'en ai fini. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Monsieur Ménard? Non? Bon, écoutez. Pas réellement des questions, plutôt une intervention à faire sur ce sujet-là, si vous permettez. Nous vous remercions pour cette présentation très claire. Le travail est très conséquent, la masse de données est impressionnante. C'est un travail de très bonne qualité et nous souhaitons vous adresser nos remerciements et vous demander de les transmettre également à vos collègues et agents de la CCEG, également aux serrures et à Laurent. On en avait parlé en commission aménagement, donc c'est pas du tout une surprise de ce point de vue-là. D'ailleurs, le reste non plus. Le PLH, c'est un document très important, comme vous l'avez souligné, c'est la feuille de route de l'habitat pour les années 2025-2030 pour notre territoire. C'est un document cadre duquel doit découler l'action, ça a été dit aussi à plusieurs reprises, ce n'est pas qu'un document. C'est un document contraignant au sens où il nous oblige tous les uns et les autres. C'est un document que l'on doit traduire aussi. Il doit se décliner dans le PLUI, ça a été dit, mais au-delà, il doit être mis en œuvre par chacune des communes. Le diagnostic fait 145 pages. C'est une masse de données dont nous n'avons pas pu analyser les détails, étant invité le 14 novembre pour une commission le 19 novembre. 5 jours pour s'approprier le diagnostic de 145 pages, le rapport d'orientation de 36 pages, le programme d'action qui en fait 40, et enfin les fiches communales qui en font 16. C'était tout bonnement impossible. Nous regrettons ce choix. Nous sommes mis dans la seringue alors qu'il y a des enjeux forts qui réclament du travail. C'est regrettable, et ce n'est pas se donner la possibilité de discuter des enjeux que le PLH explique et d'échanger sur le plan d'action, le choix des outils, le phasage, les étapes. Si, pour essayer de résumer, on prend uniquement les orientations stratégiques que vous avez développées et le programme d'action, il y a déjà beaucoup à dire. La diversification de la production, la lutte contre la spécialisation et l'exclusion du territoire, c'est d'abord ne plus laisser faire le privé seul. Arrêter de considérer que l'on peut attendre que les choses se fassent naturellement et qu'elles se fassent bien. Le diagnostic a permis de retenir qu'il faut arrêter de subir. Il faut redevenir acteur et plus seulement observateur. Nos jeunes ne peuvent pas s'installer chez eux, là d'où ils viennent, parce que c'est trop cher. Nous n'avons pas fait ce qu'il faut. Nous sommes élus et nous devons actionner les leviers. Il en existe. Nous sommes en train de nous gentrifier, comme disent les professionnels de l'urbanisme. Seuls les plus aisés peuvent s'installer à Trélières. Les autres sont exclus, ça a été démontré. Que les personnes qui ont les moyens choisissent de s'installer ici n'est pas un problème en soi, c'est même plutôt une chance. Mais ce qui est plus grave, c'est que les jeunes, ceux d'ici ou ceux d'ailleurs, puissent ne pas le faire. La population vieillit, elle ne se renouvelle pas, les écoles vont se dépeupler, les commerces péricliter. La commune est en situation de danger. Il n'est pas trop tard, mais il est déjà très tard. Ça a été dit là aussi. C'est de cette partie du diagnostic que découle cette orientation. Les salariés et les employés, pour une grande part, ne peuvent pas rester. La deuxième orientation traite de la nécessité d'arrêter d'artificialiser sans contrôle. Il faut cesser de retirer des terres à l'agriculture. Il faut permettre une meilleure protection des espaces naturels pour protéger les biens, les personnes, protéger la ressource en eau, la biodiversité et les sols. Les besoins en logement ne sont pas au second plan. Ils sont à concilier avec la préservation des milieux et leur protection. Les formes urbaines, les lieux où bâtir, les fonciers à mobiliser nécessitent de l'action publique, des choix forts, des outils, des moyens, des convictions, du débat, de la concertation, de la pédagogie, mais aussi plus d'écoute, de la co-construction, de l'engagement et de la persistance. Le troisième axe, ou la troisième orientation, 80% de ce qui existera en termes de bâti en 2050 est déjà présent. Tous les urbanistes en conviennent. Il nous faut faire avec le déjà là. La troisième orientation plaide pour isoler, rebâtir, adapter aux usages d'aujourd'hui et de demain, mais elle traite aussi des actions pour rehausser, agrandir, reconvertir, modifier. Et comment on fait ça? Nous pourrions y travailler ensemble, nous les élus avec la population, comme cela se passe dans certaines communes de la CCEG. Quatrième et dernière orientation, elle traite de sécurité, de visibilité, de façon de s'assurer que l'atteinte des objectifs est possible. Elle traite d'interventionnisme, en commençant par la surveillance du marché, des cessions, puis de l'inflexion. On peut préempter si on a un argument à faire valoir. C'est un argument que le PLUI peut porter. Il faut des secteurs de réflexion, c'est aussi un outil.
quand on a des projets ou quand on n'en a pas, on peut y réfléchir. On a enfin, si nécessaire, la gouvernance politique plus directe, à les négocier avant que cela ne soit mis en vente. Bref, cette quatrième orientation, c'est comment s'assurer que ce que nous décidons collectivement se produira malgré les aléas. Et des aléas, il y en aura. Il s'agit donc d'outils à construire pour savoir quoi faire, pour corriger la décision si besoin, pour accentuer ou seulement accompagner si tout est en ligne avec les attentes. Donc la question qui émerge de ce qui nous a été présenté ce soir, c'est celle des moyens. Quelle mobilisation et quelles actions concrètes? Les OAP, ou orientation d'aménagement de programmation, ne veulent pas dire action, ça a été dit aussi. Le PLUI qui les contient est inopérant s'il n'y a pas de volonté. Sans l'action foncière, sans budget, sans mobilisation des outils comme le lotissement communal, comme la ZAC multicycle, les OAP sont des paroles vaines, des déclarations sans suite. Il y a aujourd'hui un projet de loi qui prévoit que les zones 2AU, les zones urbaines de demain, pourraient éventuellement disparaître sous un délai donné s'il n'y a pas de mise en œuvre concrète. Rien ne faire au-delà de l'OAP, c'est potentiellement ne plus pouvoir agir demain si ce texte passe. Le Bosquet des Sources, c'est 131 logements d'ici 2026-2027. 131 logements, dont 27 locatifs sociaux, 5 logements en accession et 8 baux réels solidaires. C'est donc 50 logements aidés sous une forme ou sous une autre. 50 logements aidés entre 2020 et 2026. Selon le PLH de demain, on devra réaliser 40% de logements aidés, 34 par an. Et encore, si on prend les chiffres optimistes, on est sur 40 logements aidés, mais on pourrait passer à 40% de logements aidés, on pourrait passer à 50% de logements aidés comme ça a été présenté, si toutefois il y avait cette volonté. À Trélières, on a fait 50 logements aidés en 6 ans. Il nous faudra en faire 204 sur la même période, entre 2025 et 2030. L'augmentation doit être de 400%. Ce n'est pas un effort, c'est un changement de logiciel. Les divisions foncières, les constructions en deuxième rideau, en troisième rideau ont vécu. D'abord parce qu'il reste assez peu de potentiel et parce que nous n'avons pas d'outils dans le PLUI pour en faire des opérations de vrai renouvellement urbain. Ça a été souligné aussi. Ce sont juste des divisions sans cohérence, sans espace commun, sans vivre ensemble. Que du vivre à côté, pas du vivre ensemble. Non seulement ce sont des opérations isolées, sans maîtrise publique, sans capacité à réguler les relations entre les voisins, et on sait par expérience que c'est la porte ouverte à des conflits de voisinage. C'est de l'absence d'aménagement du territoire. L'urbanisme du laisser-faire nous a conduit là. Nos enfants ne peuvent pas s'installer et la commune vieillit, alors que le PLH est non seulement une bonne nouvelle, mais aussi un sacré défi. Un défi qui nécessite de la conviction pour être relevé, des décisions budgétaires significatives, des outils juridiques, des acquisitions ciblées. Ce budget qu'on n'a pas mobilisé, non affecté à ce sujet pendant des années pour accueillir les jeunes, les moins aisés, implique une bifurcation complète pour piloter l'aménagement de notre territoire. Les discussions avec les aménageurs, les bailleurs sociaux, avec les partenaires comme l'établissement public foncier, c'est ce que font déjà un certain nombre de communes limitrophes et celles de la CCEG aussi, et nous. L'aménagement de notre territoire en profite tous, c'est ouvrir la concertation. Malgré les annonces, on est loin de ce qui se fait par exemple à Grandchamp-des-Fontaines. La présentation du travail sur le PLH de ce soir démontre que de nombreuses réunions ont eu lieu. De la concertation avec la population, des présentations et du débat se sont déroulés depuis presque 2 ans. Chez nous, rien. Pas une information, pas une réunion. Et si le conseil communautaire du 7 novembre dernier n'avait pas rappelé l'obligation de débat en conseil municipal, il n'y aurait rien eu ici, dans la commune la plus grosse de la CCEG. La commission d'aménagement a été annulée et, in extremis, on l'a reprogrammée pour la présentation du PLH. C'est inquiétant, autant d'opacité, alors que les autres communes ont présenté les travaux du PLH, ont débattu des enjeux, des orientations à retenir, des feuilles de route communales et chez nous, passez votre chemin. Le très bon travail intercommunal, prenant en compte toutes les sensibilités, nous inscrivant dans l'avenir du territoire, est resté cadenassé, hors de portée. Les élus de la commune en ont été dessaisis. Depuis 2019, la mise en œuvre du PLUI n'a pas eu lieu à Trélières. Les zones urbanisées sont restées fermées. En dehors du Bosquet des Sources, seuls les terrains parcellisables ont été bâtis. On n'a pas eu d'action publique. Pour l'avenir, c'est la mise en œuvre et le déploiement du PLH que nous demandons, et nous demandons à y participer, au travail du choix des outils de réalisation. Nous souhaitons un travail concerté avec la population. Nous souhaitons que les arbitrages budgétaires soient débattus et expliqués. Nous souhaitons que la construction d'un tableau de bord pour connaître pas à pas l'avancée du PLH et sa concrétisation. Nous demandons finalement à être associés au travail de réalisation du PLH présenté ce soir pour qu'il porte des objectifs ambitieux et indispensables pour notre avenir à tous. Nous voterons pour ce PLH qui est nécessaire mais pas suffisant. Il faudra agir. Oui, monsieur, c'est très bien ce que vous dites. Hein.
C'est formidable. Deux choses que je remarque. Le conseil communautaire, M. Renaud, votre représentant, votez pour le PH. Alors, vous le dénigrez là, il ça vaut rien. J'ai absolument pas dit ça. Si, vous avez dit qu'on va passer loin. Il faudra relire. Bon, on n'a pas du tout la même vision de l'habitat, du développement de l'habitat. Vous savez très bien. On n'a pas du tout la même vision. Alors, on a une autre vision. C'est pas pour ça qu'on n'aime pas de social. Moi, je suis très social, j'aime bien les logements sociaux. Mais on n'a pas du tout la même vision. Vous êtes vous pour densifier à mort, piloter par les élus. Je vous rappelle quand même que vous oubliez une chose, c'est que le foncier, il n'appartient pas aux communes, il appartient aux particuliers. Donc quand vous dites qu'il faut être plus incisif, il faut décider, il faut ça. Vous n'êtes pas décideur, la mairie n'est pas décideur. Alors, si vous voulez faire des logements style Virlou 1 et Virlou 2, vous savez très bien qu'on s'est opposé à ça. Ce n'est pas du tout notre vision de l'habitat, ça. Hein. Quand le Bosquet des Sources sera terminé, vous verrez, ce sera beaucoup plus agréable de vivre au Bosquet des Sources qu'à Virlou. On n'a pas du tout la même vision, on ne va pas rentrer dans le débat parce qu'on en arrête pour 3 heures. C'est clair, vous avez votre vision, nous on a la nôtre, c'est pas du tout la même. Ah, en aucune manière j'ai critiqué le PLH. J'ai dit exactement l'inverse. J'ai dit exactement l'inverse. Par contre, si vous ne voulez pas entendre, libre à vous. Mais j'ai dit exactement l'inverse. Bon, allez, on va passer au vote. Alors, qui approuve le PLH? Qui s'abstient? Qui est contre? 25? On n'est pas part au vote. Toujours pas. Alors, monsieur Rameau, donc c'est 25 pour. Non, c'est 24. C'est 24. 24. Un qui refuse de participer au vote et un qui est contre. C'est ça? Voilà. Ah, il y a un contre. Très bien. Monsieur Ménard, merci en tout cas. C'était très bien. Merci. Merci et très détaillé. Je vous remercie, monsieur Axel. Une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, on va revenir au budget. Alors, point 1, budget communal 2024, décision modificative numéro 1, un gros lot. Les décisions modificatives permettent en cours d'année d'ajuster les couvertures de crédit inscrites au budget primitif, soit par réaffectation de crédits disponibles, soit par l'inscription de recettes nouvelles. Malgré l'inscription de recettes nouvelles au budget primitif 2024, certaines dépenses imprévues sont venues grever le budget en cours d'année et nécessitent un ajustement d'effectifs. Le projet de décision modificative pour l'exercice 2024 du budget communal s'établit comme suit. En section de fonctionnement, tant en recettes qu'en dépenses, plus 175 190 euros. En section d'investissement, en recettes, moins 1 345 456 euros. Et en dépenses, moins 379 489 euros. Je vous propose de détailler un peu les recettes de fonctionnement. Voilà. Recettes de fonctionnement, donc je disais, plus 175 190 euros en DMA, avec des recettes supplémentaires de 265 730 euros sur les chapitres 042, valorisation des travaux en régie, les chapitres 70, 73 et 74, avec des redevances accueil périscolaire et des dotations plus élevées que celles prévisionnées en début d'année. Par exemple, la dotation solidarité communautaire, le fonds départemental de péréquation, le fonds interministériel de prévention de la délinquance. A contrario, des recettes qui ne seront pas perçues, à hauteur de 90 540 euros sur les chapitres 73 et 74. C'est le cas de la dotation nationale de péréquation, moins 77 520 euros. C'est également le cas du fonds de péréquation communautaire, à savoir le FPIC, moins 13 020 euros. S'agissant des dépenses de fonctionnement, là aussi, plus 175 190 euros en DM1, avec en dépenses sur le 011, une dépense qui fait l'objet d'un virement, moins 40 000 euros, vers les chapitres 65 pour des abonnements informatiques et 67 pour des écritures de clôture régie de famille. Deuxièmement, des dépenses supplémentaires, plus 175 190 euros, ainsi qu'un virement de la section d'investissement recettes de 444 810 euros vers le chapitre 012, charges de personnel.
soit un total de 620 000 euros. À cet effet, je laisse Madame Robert nous apporter des précisions sur le chapitre 12. Donc, moi, je vais vous détailler ces 600 000 euros. Donc, plus 150 000 euros de recrutement en cours d'année. Il s'agissait de postes gelés, postes aux espaces verts et à la voirie, qui étaient vacants, qui étaient gelés depuis plusieurs années. Et nous avons eu l'opportunité de recruter, donc nous avons donc recruté ces agents. Plus 20 000 euros de création de postes en cours d'année, c'est-à-dire un 0,5 équivalent temps plein à la DEVAC pour notre politique culturelle. Plus 60 000 euros, les recrutements liés à l'augmentation de la fréquence des accueils de loisirs tout au long de l'année, durant les vacances scolaires et le mercredi après-midi. Plus 150 000 euros, donc ce qui correspond aux assurances statutaires qui étaient anciennement budgétisées sur le 011 charge à caractère général et qui est désormais donc sur la ligne 012 à la demande du Trésor public. Plus 170 000 euros, ce sont les remplacements d'agents absents en arrêt maladie, donc souvent des arrêts de plus de 6 mois. Les remplacements donc, pour assurer la continuité de service. Plus 50 000 euros de remplacement d'agents en congé maternité, qu'il a fallu remplacer au secteur petite enfance, pour ne pas dégrader non plus le service public. Plus 20 000 euros de mise à disposition de l'agent service commun informatique. La facture était donc plus élevée que ce qu'il nous avait annoncé. Merci Valérie. Merci. S'agissant de la section d'investissement, les recettes d'investissement, moins 1 345 456 euros en DMA. Ce sont des recettes qui avaient été provisionnées en début d'année mais qui ne seront pas perçues, à savoir moins 33 647 euros. Certes, un fonds de compensation de la TVA plus élevé que prévu, plus 40 000 euros, mais une baisse des taxes d'aménagement et de taxes Aragon, moins 74 000 euros. Même chose, moins 867 000 euros de subventions qui vont être reportées sur le budget 2025 à l'achèvement des grands travaux. Là, je vous parle du château, future école de musique, le tiers-lieu à la Traîne. En effet, les démarrages des travaux ont été ou sont retardés. On a eu des contraintes administratives, climatiques et autres. Le virement vers la section de fonctionnement au chapitre 12, 444 810 euros. S'agissant des dépenses d'investissement, moins 379 489 euros en DMA. Ce sont des dépenses qui ont été ajustées. Plus 30 000 euros de travaux effectués en régie. Deuxièmement, la réaffectation de crédit entre chapitres. Moins 200 000 euros sur le chapitre 21, immobilisation corporelle pour le pont aux fosses. Et chapitre 23, construction pour la halle couverte. Et réaffectation plus 200 000 euros sur le 20 pour des études pour les deux projets précités. Et enfin une réduction de crédit de moins 409 489 euros sur le 23 pour des travaux qui ne démarreront qu'en 2025, Mobi et halle couverte. Vu de l'avis de la commission ressources et citoyenneté du 14 novembre 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2024 du budget communal. Merci. Monsieur Renaud. Oui, j'ai une petite intervention sur cette décision modificative donc, du budget. Nous avions demandé, parce que c'est toujours des sujets où il y a beaucoup de chiffres, d'avoir le support qui avait été présenté en commission et qui, je l'avais fait remarquer à la commission, était très ludique, clair. Et c'est voilà, quand il faut dire les choses, il faut les dire. Et on n'a pas compris pourquoi on l'a pas eu avant ce soir, parce que même pour préparer ce conseil municipal et expliquer ces changements au reste de l'équipe, donc j'imagine que toute l'équipe, aussi la majorité, a eu les mêmes informations. C'est pas facile. Avec ce support, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc on regrette qu'il y ait cette rétention d'un PowerPoint, alors que ça facilite quand même notre vie et notre temps d'élu qu'on a à avoir. Voilà, c'est tout. Donc, veuillez accepter nos excuses parce que j'ai vu avec Émilie, ça devait être fait lundi matin et voilà. Donc, désolé. Donc, pas de commentaires sinon sur la décision modificative. Merci. Merci. Alors, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre?
Donc là, et qui s'applique toujours pareil, même donc 25 pour, 1 participant. Non, pas 25 pour. Non, pas 25 pour. Non, non, Non. 19 pour, 6 abstentions, excusez-moi. Merci. 19 pour. Voilà. Et une personne qui participe au vote. Alors, le point d'ouverture par... Des décisions prises entre le 9 septembre et le 22 novembre. Et elles concernent 3 décisions de virement de crédit dans le cadre de la réaffectation d'articles à articles, chose que je vais évoquer en décision modificative. 14 décisions, dont 2 recettes suite à des remboursements de sinistres par notre assureur Groupama. Les autres décisions, ce sont des achats de fournitures, achat d'un véhicule frigorifique pour le service restauration, de commutateurs, d'une extension modulaire au CTM, des achats de services, une prestation culturelle, la pose et dépose des illuminations festives, une maîtrise d'œuvre pour le pont Fosse, une facturation autorisation des sols auprès de la CCEG, la cartographie des espaces verts et une démarche qualité des accueils. Et enfin des achats de travaux, les lots 1 et 2 pour l'aménagement des abords des groupes scolaires pour 933 400 € et le lot numéro 1, la réhabilitation de la treille en tiers-leu pour 19 144 €. 18 décisions du maire sur la reconversion du presbytère en école de musique, les lots 3 à 16 pour 1,7 million et l'avenant numéro 1 suite à la prise en compte de demandes complémentaires de la maîtrise d'ouvrage pour 11 907 €. Alors à cela, je vous informe ce soir que 2 décisions du maire ont été ajoutées, prises après la commission ressources du 14 novembre. Les décisions 2024-131 relatives à la sauvegarde des licences utilisateurs Microsoft 365 pour un montant de 6 264 € et la décision 2024-132 relative à la maîtrise d'œuvre pour la reconversion du presbytère en école de musique qui annule et remplace la DM 2024-122. En effet, le taux d'augmentation était erroné. Il n'était pas de 6,58%, mais 7,15%, sans aucune incidence sur les montants annoncés. C'est juste une modification dans l'erreur de calcul du taux. C'est bon, pas de questions? Non. Donc on passe aux Questions diverses. Alors, on va passer aux questions diverses. Je crois que vous aviez 2. Oui. Fabien, tu commences ou c'est toi? C'est toi qui commence, pardon. Question sur le rapport de la Commission communale d'accessibilité des personnes handicapées. Conformément à l'article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales et à l'article 10 du règlement intérieur du Conseil municipal, la Commission communale d'accessibilité des personnes handicapées doit établir un rapport annuel qui, après avoir été présenté au Conseil municipal, doit être transmis à différents organismes officiels du département, dont l'État et le Conseil départemental. Or, le rapport annuel 2023 de cette commission n'a toujours pas été présenté en 2024, alors que nous tenons aujourd'hui notre dernier conseil municipal de l'année. Ce rapport annuel 2023 ne pourra donc être présenté à l'ordre du jour d'un conseil municipal qu'en 2025. À ce jour, la commission ne s'est toujours pas réunie en 2024, alors que cette commission comprend des élus du conseil municipal, mais aussi et surtout des membres issus de la société civile dont la présence, les interventions et les suggestions sont particulièrement importantes pour définir les actions à mener de la dite commission et répondre entre autres à ce que dit la loi, faire toute proposition susceptible d'améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Comment expliquez-vous une telle situation ? Alors en effet, le rapport pour l'instant, la commission communale d'accessibilité était portée par le service aménagement. Les travaux étant bien aboutis, on a décidé de confier ce dossier au CCAS, puisque suite à l'analyse des besoins sociaux, on a un axe fort sur le handicap pour la mise en place d'actions. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on a changé de chef de service au CCAS. Donc elle a fait un énorme travail sur le plan d'action à mettre en place suite à cette analyse de besoins sociaux. Et naturellement, sans minimiser l'importance de ce rapport, il a pris un peu de retard. Donc il sera présenté, la commission se réunit le 10 décembre. Monsieur Renaud, vous avez la date, hein ? Oui, oui. Donc il
réunis le 10 décembre et donc le dossier sera joint effectivement au conseil municipal du mois de février pour vous être présenté. Voilà la raison du retard. Si je peux me permettre, au-delà du côté légal et de l'obligation de le présenter en 2024, il y a aussi quand même la pratique et la fonction de cette commission qui est composée d'agents de personnes de la société civile qui ont leur mot à dire. On a déjà regretté l'année dernière qu'il n'y a qu'une seule réunion de cette commission dans l'année. Cette commission n'a pas pour but simplement de faire un rapport qui serait établi par les services. Elle a pour but de mobiliser des personnes élues et des personnes de la société civile qui ont un intérêt par rapport à ces questions-là et qui ont des suggestions à faire. Dans le règlement intérieur du conseil municipal, on dit que cette commission travaillera en étroite collaboration avec la commission intercommunale accessibilité pour les personnes handicapées. Et en fait, cette commission, elle se réunit depuis plusieurs années. En plus, une année, il y a eu un rapport pour 2 années parce qu'il n'avait pas été fait. Il y a eu un rappel du contrôle de l'égalité de la préfecture par rapport à ça qu'on avait interpellé. L'année dernière, il a été fait plutôt en début d'année. Là, on est sur un rapport qui va être fait en 2025 pour 2023 et qui ne mobilise pas des gens qui se sont présentés. On a, en 2020, à la mise en place du conseil municipal, on a désigné les membres, enfin on a mis en place cette commission. C'est une commission obligatoire qui a été mise en place au premier conseil municipal avec des gens de la société civile qu'on mobilise. Donc comment est-ce qu'ils peuvent être acteurs de cette question-là si on ne les réunit pas dans l'année et si on leur établit un rapport et on va leur dire voilà ce que la commission a fait. Et la commission ne s'est pas réunie, elle n'a rien décidé de ces projets. Donc c'est vraiment pas cohérent, ça ne respecte pas le droit, ça ne respecte pas le CGCT, mais surtout ça ne respecte pas vraiment les personnes qui veulent s'impliquer sur ces sujets-là. On prend note, hein, c'est vrai. Donc là, on va regarder. C'est vrai que le CCS, on a quand même des changements au niveau des personnes qui sont responsables. On a une personne maintenant, on va monter très bien. Donc on va mettre de l'ordre dans tout ça. Mais bon, c'est vrai que votre réflexion est tout à fait recevable. Voilà. Deuxième point. Oui, merci monsieur le maire. On avait une deuxième question diverse sur notamment la digitalisation des cours d'école. J'ai essayé de retracer un petit peu la manière dont ça avait pu se dérouler. Donc au printemps 2023, un collectif qui s'appelle École Verte de Trélière qui a fait un sondage auprès de familles dans les écoles. Sondage qui a recueilli 97,2% d'avis positifs sur la végétalisation des cours d'école. Et dans la foulée, ce collectif a déposé une demande de budget participatif sur le participe sur le site du conseil départemental. Demande qui a été rejetée parce qu'elle n'avait pas l'accord des partenaires nécessaires à la réalisation. Ensuite, dans les différents comptes rendus des conseils d'école, et notamment de ceux de l'école Joseph Pro, la municipalité a répondu le 4 décembre que suite à la demande de végétalisation de la cour, la mairie souhaitait inclure l'école sur le projet de revégétalisation avec le plan vert de l'État, des espaces verts dans les collectivités. Il y a une deuxième réponse le 21 mars dans laquelle les représentants de la commune indiquaient que les élus ont commencé à réfléchir sur ce projet pour l'école Joseph Pro et Pauline Carbonard avec un accompagnement du CAE pour le mois de mai-juin avec la création d'une équipe ATSEM entretien locaux avec les périscolaires, les enseignants, responsables des personnels du périscolaire pour avancer le projet. Avec une rencontre de l'équipe enseignante pour l'école Joseph Pro avec un premier diagnostic, puis une visite avec un comité technique et une conférence qui s'est tenue. Vous reprenez, monsieur le maire, cette digitalisation des cours d'école suite à un article qui est paru dans Ouest France le 16 septembre 2024. Donc nous, on se réjouit que la digitalisation des cours d'école puisse être concrétisée et soit imminente, puisque dans l'article que je viens de citer sur Ouest France, vous annoncez le printemps 2024 pour la concrétisation. 2025, pardon. Nous, on aimerait pouvoir avoir des conclusions, des diagnostics qui
par le comité technique du CAUE et puis les suites envisagées de manière un petit peu plus concrète. Et on souhaiterait pouvoir avoir un point en commission, alors soit famille, enfance, solidarité, soit transition écologique et aménagement, pour avoir davantage de renseignements sur la mise en œuvre de ce projet, si c'était possible. Je vous remercie. Je suis d'abord un peu étonnée que cette question arrive ce soir, puisque en commission famille, il vous a été dit que la présentation serait faite à la prochaine commission famille. On a demandé à ce que ça soit fait. Et on vous a répondu que ça serait fait à la prochaine commission famille. Ce n'est pas grave, je suis ravie de voir que ça vous préoccupe, au moins autant que moi, donc ça me fait assez plaisir. Vous l'avez effectivement rappelé, des parents Pauline Cargomar avaient en 2023 la volonté de présenter un projet auprès du conseil départemental, c'est bien parti de parents et d'un conseil d'école de Pauline Cargomar, dans le cadre d'un budget participatif. En fait, ils ont dû se mettre en collectif pour pouvoir demander un budget participatif au département. C'est pas l'inverse. Je préférais le resituer. Ils se sont donc constitués en collectif pour pouvoir le faire. Le projet devait effectivement, vous avez raison, être coporté par le collectif, la collectivité via les services municipaux. En termes de temporalité, je l'avais répondu à ce moment-là au conseil d'école à Pauline Cargomar. Nos services n'avaient pu accéder à cette demande puisque des gens engagés sur différents projets. Je rappelle qu'à ce moment-là, nous étions en recrutement effectivement de personnes dans les espaces verts. Je ne pouvais donc pas accéder à cette demande. Nous avons alors demandé au CAUE d'étudier la végétalisation de Péka et de Joseph Fro. Au regard de l'usage de la cour, des taux de fréquentation, le CAUE a priorisé Joseph Fro. Une période d'échange, vous l'avez dit, d'observation des pratiques, de rencontres sur site avec les familles, des enseignants, des équipes municipales, scolaires et périscolaires, et également des espaces verts de la ville. Des échanges ont démontré que les interviewés n'expriment pas forcément les mêmes choses. J'entends bien le 99, je ne sais sur combien de personnes qui sont favorables à la végétalisation. Reste que dans les échanges, dans les discussions, nous avons eu des retours où on évoque, s'il vous plaît, je peux continuer, merci, où on évoque l'inquiétude pour les impacts sur le travail des agents au niveau d'entretien. On évoque le confort des enfants au retour d'un extérieur enherbé et terreux, le temps supplémentaire passé au lavabo. Bref, rien n'est jamais blanc ou noir. À l'issue de ces différentes interventions, le CAUE nous a fait un retour bien au-delà de nos attendus et de notre commande, puisqu'il y évoque l'extension des bâtiments pour le périscolaire, la refonte de plusieurs autres bâtiments. Concernant l'extension, c'est un dossier d'ores et déjà inscrit dans les objectifs de la prochaine mandature. Les orientations que nous retenons seront arbitrées lors des conférences budgétaires et validées en bureau municipal. Vous le savez, nous sommes en pleine conférence budgétaire. Nous gardons l'échéance du printemps et en tant qu'adjointe à l'éducation, je serai attentive, au-delà de la végétalisation, à la partie inclusive d'une cour revisitée. Pour rappel, nous avions en 2023 évoqué la participation du Fonds vert. Je souligne que ce dernier a été amputé de 400 millions d'euros et que les critères d'éligibilité évoluent. Malgré cette coupe budgétaire qui va avoir des conséquences sur nos subventions, la volonté de l'équipe municipale est de maintenir son action en faveur de la renaturation, comme le montre le projet des abords des écoles, avec 40 plantations d'amour prévues en automne 2025, représentant 1/5 de l'enveloppe du chantier Mobi et 2500 mètres carrés d'espace déminéralisé. Enfin, je tiens à signaler aussi, dans un cadre, la municipalité soutient en termes de logistique, d'entretien de l'espace occupé, les classes dites dehors, mises en place par les enseignants de Pauline Cargomar et Joseph Fro. Nous le voyons, nous sommes attentifs, vous le voyez aussi, nous sommes attentifs à tout ceci. Prochaine commission. Pardon, merci. C'est bon. Alors, on est terminé pour le conseil municipal, pour le conseil municipal. Alors, je profite de cette. Monsieur le maire, avant de clôturer le conseil, j'aimerais faire une intervention. Oui, donc, afin d'expliquer ma position ce soir sur les non-votes au niveau des délibérations, et je pense que vous l'aviez peut-être anticipé, parce que finalement, je me retrouve dans un espace libre entre les deux groupes politiques. Il n'y est pour rien, ne fais pas le placement, monsieur. C'est une anticipation. J'ai remis donc en début de conseil au DGS, à M. Nicolas Ginck, donc ma lettre de démission du conseil municipal.
que je vais donc vous lire ce soir, et c'est à ce titre donc que décemment je ne pouvais pas prendre position afin de ne pas mettre à mal le conseil municipal de ce soir et les délibérations qui ont été votées. Dans cette lettre, j'explique simplement que j'adresse à Monsieur le maire, que je suis membre du conseil municipal de Trélières en tant que conseiller municipal depuis le 9 novembre 2020, et donc que j'informe par la présence de ma démission ce jour à 19h. Les raisons de ma démission, même si la presse à un moment donné va peut-être être inquiète de la non-explication, mais j'aurai toute l'attitude de les expliciter à l'occasion de la prochaine campagne électorale municipale concernant la commune de Trélières. Donc tout simplement pour dire que ce soir il n'y aura pas de conférence de presse à ce sujet. Je vous remercie donc de prendre acte de ma démission à compter de la réception de cette lettre et de transmettre une copie de cette lettre à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, conformément à l'article L2121-4 du Code général des collectivités territoriales. Je vous remercie de votre confiance et vous prie d'agréer, Monsieur le maire, ainsi que les membres du conseil municipal, l'expression de ma haute considération. Merci, Monsieur le maire. Ok, enregistré. Alors, j'ai eu 2 dates à retenir. Le prochain conseil municipal le 4 février 2025. Le prochain conseil communautaire le 18 décembre. Et je profite de cette fin de conseil. Pardon.